Shraga Blue, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin, en ce début de semaine complexe, une semaine mouvementée. Dramatique, dit-on, dramatique. Dramatique, on va dire, oui, mais dramatique, c'est un terme qui est utilisé en hébreu qui... oui, voilà, c'est ça. Voilà, et ça, alors, c'est peut-être pas le terme approprié. Voilà, très haute tension, merci. Sur une semaine sur le plan politique, et également, comme je le disais dans le journal d'information, sur le plan juridique, puisqu'on parle même d'une annonce du conseil juridique du gouvernement concernant les dossiers du Premier ministre. Alors, il reste jusqu'à mercredi minuit à Benny Gantz pour former un gouvernement. Quel est, à votre avis, d'observateur avisé de la vie politique israélienne, quelle est, à votre avis, l'option qui va aboutir à la fin de cette période ? Écoutez, ce à quoi on assiste actuellement, comme on disait tout à l'heure, sur haute tension, on assiste à une espèce de guerre politico-psychologique dans les deux principaux camps, c'est-à-dire le parti bleu-blanc faisant savoir qu'il est prêt à former un gouvernement minoritaire qui serait soutenu de l'extérieur par les partis arabes, et à l'inverse, le Binyamin Netanyahou du Likoud qui est rue dans les brancards, si on peut dire, qui avertit de la dangerosité d'un tel gouvernement qui dépendrait des partis arabes et qui réunit aujourd'hui en urgence le Likoud et même les chefs des partis de sa coalition de 55 députés. Alors vous êtes en train de nous dire que c'est un bras de fer et que c'est une sorte de jeu de poker menteur entre les deux principaux responsables politiques israéliens, Gantz et Netanyahou ? Moi j'ai l'impression, parce que je vois mal Gantz, d'ailleurs Binyamin Netanyahou l'a dit, je vois mal Gantz avec ses acolytes Ashkenazi et Bogi Ya'alon, des anciens chefs d'état-major, être soutenu essentiellement par les partis arabes qui ont demandé qu'ils soient poursuivis en justice pour crimes de guerre. C'est une coalition qui semble tout à fait incongrue. Et Lieberman, la semaine dernière, parlait d'une cinquième colonne en parlant des partis arabes. Et bien sûr, parce que même au sein de Bleu-Blanc, justement, Bogi Ya'alon, par exemple, disait que il s'opposerait à un gouvernement d'union minoritaire soutenu par les Arabes si Avigdor Lieberman ne s'y joignait pas. Donc c'est une coalition qui semble assez difficile, mais à mon avis, c'est brandi, cette menace qui est brandie pour forcer Binyamin Netanyahou à se débarrasser de sa coalition de 55 députés et que le Likoud se présente seul pour négocier en vertu d'un gouvernement d'union. Alors expliquez-nous pourquoi Binyamin Netanyahou n'ose pas cette démarche. C'est-à-dire il peut aller voir, par exemple, rencontrer les membres de ce bloc qui finalement n'a été formé qu'au lendemain des élections et leur dire, voilà, si ce n'est pas ce bloc, on risque de perdre le pouvoir. Si ce n'est pas me dissocier de votre bloc, je peux rentrer avec le Likoud dans un premier temps dans un gouvernement et peut-être après, de l'intérieur, vous faire rentrer les autres composantes de ce bloc, en particulier les partis orthodoxes. Pourquoi ce cas de figure paraît-il si utopique ? Peut-être que cette question va être évoquée aujourd'hui justement parce qu'il réunit d'urgence non seulement le Likoud mais aussi les partis orthodoxes et Yamina, ou les deux partis sionistes religieux. Et alors, peut-être qu'il va leur proposer ça, mais moi, je vois mal, surtout les partis orthodoxes, refuser de faire partie d'un gouvernement, parce que, en général, ils préfèrent être au gouvernement que dans l'opposition. Peut-être que Naftali Bennett et Abbaït Ayoudi seraient peut-être prêts à renoncer à être au pouvoir si ça permet d'un gouvernement d'union assez rapidement, mais je vois mal les partis orthodoxes accepter d'être à l'opposition, parce qu'être dans l'opposition pour eux, ça veut dire... Même de manière provisoire, hein, c'est-à-dire que, conclure un accord qui permet, par exemple, à Benny Gantz de récupérer le Likoud, les 31 députés ou 32 députés du Likoud, et par la suite, que ça soit stipulé dans des accords de coalition, que par la suite, d'autres partis puissent rentrer dans ce gouvernement. Oui, c'est une option possible, parce que on constate que plus on approche de la date fatidique, c'est-à-dire mercredi à minuit, plus les déclarations, les sous-entendus, les allusions se multiplient, et peut-être que, comme ça se passe souvent en Israël, c'est à la dernière minute que les choses se règlent, parce qu'il est clair que de nouvelles élections, ça serait une mauvaise chose, une très mauvaise chose, mais comme l'a dit Binyamin Netanyahou dans un message enregistré, il a dit que
un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes sera encore une chose pire. Donc peut-être que l'intérêt supérieur prendra le dessus, mais ça on le saura qu'à la fin. Je pense que la tension va monter de plus en plus jusqu'à mercredi soir. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi le calendrier juridique. Alors c'est ça, justement. Alors là aussi, je voudrais avoir votre appréciation. Le fait que le conseiller juridique du gouvernement envisage, ça n'a pas encore été annoncé, mais envisagerait de publier sa décision concernant le Premier ministre dès mardi, c'est-à-dire à la veille de l'échéance concernant Benny Gantz. Est-ce que d'abord, à votre avis, ça vous semble tout à fait normal sur le plan de la déontologie, ou alors est-ce que c'est pour favoriser Netanyahou, c'est pour l'handicaper comment vous analysez cette démarche? Ça, on le saura que lorsque sa décision sera publiée, parce que on ne sait absolument pas vers où ça va. Est-ce qu'il y aura la clause de corruption ou pas? Et ça peut vraiment tout changer. Maintenant, c'est pas la première fois que le calendrier judiciaire et le calendrier politique se rejoignent. On l'a vu déjà avec des rapports du contrôleur de l'État ou même des déclarations du conseiller juridique avant des élections. Donc ça peut jouer en faveur ou contre Benjamin Netanyahou. Il est clair que si par exemple Avichai Mandelblit annonçait que il n'y a pas de raison de mettre en examen le Premier ministre pour corruption, ça serait vraiment d'une grande aide pour Benjamin Netanyahou maintenant. Et le contraire aussi, c'est-à-dire que si la corruption est inclue dans une acte d'accusation, je crois que Benjamin Netanyahou devra partir. Ça s'appelle un livre de sa route, c'est-à-dire il devra partir. Donc ça changera la donne politique totalement. Donc à la limite, ce serait bien que le conseiller juridique précise avant sa décision, comme ça au moins les choses seront claires. Et puis voilà. Maintenant, on ne sait pas. Souvent, on a annoncé une décision et puis finalement, ça s'est repoussé. Donc, on ne sait pas vers où on va. Et jusqu'à la dernière minute, ça sera le suspense. Mais ce qui est sûr, et ça, on n'en parle pas beaucoup, c'est que quelle que soit la formule qui sera adoptée, on n'est pas du tout sûr qu'elle sera stable et à long terme. Parce qu'à supposer qu'un gouvernement restreint, minoritaire, voit le jour, avec le soutien des partis arabes, quelles sont ses chances de survie? Pratiquement aucune, parce que ce gouvernement dépendrait à la fois du Likoud et de ses partenaires et de Avigdor Lieberman, donc il pourrait tomber en quelques jours au premier vote important, par exemple sur l'annulation de la loi de la nation. Et voilà, donc une nouvelle fois... Ça n'aurait en fait d'objectif que de mettre pour la première fois depuis plus de 10 ans Benjamin Netanyahou sur la touche. Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, ce matin, Ahmed Tibi à la radio a dit que son parti serait prêt à faire énormément uniquement pour faire partir Benjamin Netanyahou. Et je crois que c'est aussi l'intention de Bleu-Blanc et voilà. Et donc, de Lieberman aussi. Et du Lieberman aussi. Mais comme on vient de le dire, un tel gouvernement, d'ailleurs, il serait difficile à le former si Avigdor Lieberman ne l'approuve pas, ou en tout cas, voilà. Et puis en plus, quelle chance de survie il aurait, et aussi quel serait son fonctionnement quotidien, parce qu'il serait quand même formé de personnes qui sont au centre droit, comme Yoaz Hendel et Bogi Alon, et aussi du camp démocratique avec Ehud Barak, Yair Golan, etc. Donc je veux dire que ce serait très difficile à mon avis. À mon avis, il y aura des nouvelles élections si c'est pas dans les semaines qui viennent, mais en tout cas dans l'année qui vient. Il y a un cas de figure qu'on a parfois on a peine à imaginer, tellement Benjamin Netanyahou est présent dans la vie politique israélienne depuis tellement longtemps. Oui. C'est que tout simplement, Benjamin Netanyahou, si par exemple le conseil juridique devait l'inculper dans n'importe quel chef d'accusation, que ce soit corruption ou même des chefs d'accusation plus faibles comme abus de confiance ou fraude, il annonce tout simplement qu'il démissionne, qu'il va se consacrer à ces procès et qu'il demande à la justice de statuer très rapidement son cas-là, et ensuite, dans l'hypothèse où effectivement il est innocenté, il pourrait revenir de manière beaucoup plus massive comme le grand vainqueur par rapport à sur l'échiquier politique israélien, dans l'hypothèse où le reste de l'échiquier risque d'être très instable pendant cette période. Bien sûr, c'est une option. D'ailleurs, ce serait politiquement pour le Likoud et pour lui, ce serait bien. Alors,
Pour ce qui concerne justement ce départ de la vie provisoire, en tout cas de la vie politique, ça fait un bon livre de sa haute. Il y a trois possibilités et je crois que Benjamin Netanyahou, il a indiqué en tout cas qu'il choisissait la possibilité la plus éloignée dans le temps, ça veut dire entre l'annonce du parquet, entre l'annonce officielle par le conseil juridique du gouvernement et le début du procès. Il y a 3 étapes. Et donc lui, d'après ce que j'ai lu, il choisirait le début du procès pour quitter. Donc c'est pas tout de suite. Oui. On sait que dans la vie judiciaire, ça se même passe plus très loin vite. que le début du Ça se procès, passe pas vite du c'est-à-dire tout, pardon même plus loin, si je ne m'abuse, que le début du procès, c'est-à-dire même au moment des plaidoyers. Oui, voilà. Ça veut dire au milieu du procès, c'est-à-dire même. Voilà, donc ça peut prendre des mois et des mois, ça. Hein. Effectivement. La vie judiciaire, elle est. Alors, mais du point de vue psychologique et politique, une annonce mardi du conseil juridique, par exemple, sur justement des accusations de corruption, à mon avis, la pression c'est très forte sur Benjamin Netanyahou, et même au sein du Likoud, il y en a qui diraient peut-être, lui conseilleraient peut-être de quitter, même si c'est, comme vous le dites, une image qui est difficile à imaginer, tant le Premier ministre actuel est au centre de la vie politique depuis de nombreuses années, et on n'arrive pas à imaginer Israël gouverné par quelqu'un d'autre, bien que ça arrivera un jour, inéluctablement. En tout cas, on est dans une situation inédite en Israël, et l'option des 3e élections est possible aussi, mais d'après les sondages, la situation c'est exactement la même, plus ou moins, après. Donc, à moins qu'il y ait les 3e élections et que l'annonce d'une mise en examen de Benjamin Netanyahou porte atteinte fortement au Likoud, voilà, et qu'il y ait une majorité claire qui se dégage après. Effectivement. Mais même cette majorité, elle ne serait pas tellement homogène. C'est ça, je veux dire. En tout cas, on va avoir des mois politiques assez intéressants. Oui, ça fait déjà un an, même presque jour pour jour, qu'on est dans cette crise et c'est pas fini, quoi. Et surtout que le gouvernement a des décisions importantes à prendre, tant sur le plan intérieur, économique et social, que sur le plan extérieur. On l'a vu avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, vraiment, c'est un peu particulier, cette vie politique israélienne. Mais bon, pour nous, journalistes, c'est du pain béni. Hein. Oui, c'est du pain béni. Merci beaucoup, Shraga Blum, d'avoir été avec nous ce matin. Du pain bénigan, j'allais dire. Voilà, du pain bénigan, oui. Merci beaucoup, Shraga, de nous avoir aidé à essayer de mieux comprendre cette situation complexe, de la défricher. Voilà, essayer, il faut être modeste face à la complexité de la situation. Voilà, exact, très modeste. Voilà, on n'a pas la science infuse et malgré tout, on essaye de comprendre ce qui se passe, c'est pas évident. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Shraga Blum, d'avoir été avec nous et bonne Shavuot Tov. Au revoir, Shavuot Tov.